vous présentez comme candidat des partis socialistes. Qu'est-ce que vous proposez pour convaincre les électeurs de la 9e circonscription? C'est bien ça, la 9e circonscription de France, des Français établis hors de France. Le premier engagement que je prends, c'est celui de défendre tous les Français. Je connais aujourd'hui, au terme d'une longue campagne, la diversité des profils de mes compatriotes. Et il y a aujourd'hui un sujet qui préoccupe l'ensemble des Français, notamment ceux qui n'ont pas des revenus mirobolants, c'est de pouvoir scolariser les Français, leurs enfants dans nos établissements. Donc je prends vraiment l'engagement de militer pour qu'on mette un coup d'arrêt aux frais d'écolage et que notre politique de bourse permette vraiment de couvrir plus largement ceux qui en ont besoin et qui ne prendront pas le risque de déscolariser leurs enfants dans notre système. D'accord, donc les élections présidentielles, les résultats sont récentes. En lisant ces résultats, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'ils vous sont favorables? Surtout le nombre de scores réalisés par le Parti socialiste que vous représentez. Alors, en première analyse, c'est vrai qu'il y a eu plus qu'un tassement, un effondrement du vote socialiste, mais qui s'explique aussi par à la fois le choix de certains électeurs de voter plutôt Mélenchon pour essayer d'avoir un candidat de gauche au deuxième tour, et puis pour beaucoup d'entre nous, même sans conviction, d'avoir eu la tentation de voter Macron dès le premier tour pour éviter un duel Marine Le Pen-François Fillon. Donc je pense que cette situation est assez inédite et les législatives, ça sera l'occasion, en tout cas c'est le vœu que je formule, l'occasion de redire pleinement ses convictions, que ce vote soit un vote de conviction, ce en quoi on croit, une gauche constructive, une gauche qui soit capable de penser le monde moderne, de faire des propositions aux défis du monde du XXIe siècle, et pas de se tourner vers des solutions qui datent d'hier ou d'avant-hier. Et voilà, donc je pense que j'essaye en tout cas moi, dans ma circonscription, de convaincre les Français que je suis leur meilleur candidat pour une circonscription qui est à la fois où beaucoup de Français connaissent des difficultés au quotidien, mais où aussi il faut un candidat qui puisse avoir une vision un peu géopolitique de cette circonscription pour pouvoir en faire un atout pour notre pays. D'accord. Votre prédécesseur qui avait gagné les élections en 2012 avait mis en avant le visa francophone et un Erasmus francophone. Est-ce que vous allez défendre la même idée? Oui, moi je trouve que ce sont deux idées très puissantes qui mettent le doigt là où c'est vraiment sensible, c'est-à-dire la mobilité. Le visa francophone, c'est une façon de dire, écoutez, si on doit avoir un espace de solidarité entre francophones, il faut que ce soit aussi un espace de mobilité. La solidarité ne peut pas s'exprimer sans possibilité pour l'ensemble des ressortissants de cette immense aire géographique, mais qui est très concentrée sur la 9e circonscription, sans avoir le sentiment qu'on peut se déplacer librement et faire une partie de sa vie, de son cursus. Et donc du coup, à propos de cursus, c'est vrai que le visa, Erasmus francophone, c'est aussi une façon de décliner le même thème en expliquant qu'à travers ce fantastique réseau qu'il y a d'écoles et d'universités francophones, il faut en faire un atout pour cet espace en multipliant les passerelles, en faisant que l'Agence universitaire de la francophonie, qui fédère 800 universités, puisse avoir aussi les moyens d'organiser des cursus qui soient des cursus circulaires entre le nord et le sud de la francophonie et internes aussi au Maghreb et à l'Afrique subsaharienne. Aussi, dans vos propositions, vous faites les yeux d'eau aux PME. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les aider, justement? Je crois que les PME, malheureusement, elles sont un peu dans un angle mort. C'est-à-dire que vous avez les grands groupes, les multinationales qui sont souvent dans des secteurs un peu régaliens, l'aéronautique, l'armement, le nucléaire, voire les énergies renouvelables, mais qui sont des secteurs où elles peuvent voler de leurs propres ailes. Mais elles bénéficient souvent du soutien de la puissance publique qui les accompagne lors des déplacements de chefs d'État, etc. Et je pense que c'est important, c'est même essentiel que les PME ne se sentent pas abandonnées. Parce qu'une PME, en France, si elle n'est pas capable de se tourner vers l'export, en période de croissance molle, voire de récession, là, elle prend le risque de disparaître. Quand le marché national n'est plus au rendez-vous, il faut qu'elle puisse externaliser ses commandes, se tourner vers les marchés extérieurs.
Et donc, comme la plupart des PME n'ont pas la taille critique pour faire le travail d'analyse, de marché, des pays, etc., il faut que la puissance publique soit vraiment au service en priorité des PME. Et ça vaut particulièrement pour le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Et dernier élément qui milite en faveur d'une aide ciblée aux PME, c'est que c'est important que des jeunes aillent tenter l'aventure aussi dans des petites structures mobiles en Afrique pour qu'on garde une présence forte dans ces pays. On a un risque qui est réel, hein. On voit les Chinois arriver en nombre en Afrique subsaharienne, Maghreb aussi. Il faut que les Français restent. Et la meilleure façon de rester, c'est d'implanter des entreprises de petite taille où voilà, les échanges se font aussi à échelle humaine. Une multinationale, ça va, ça vient en fonction des cours des matières premières. C'est valable aussi pour les entrepreneurs franco-marocains? Absolument, absolument, absolument. Je pense qu'il faut aider aussi les entrepreneurs marocains à pouvoir développer leur PME chez nous dans une parfaite réciprocité. D'accord. Une dernière question, si vous le permettez. Une polémique s'est dégagée dans le cadre de cette campagne, c'est l'affaire du Sahara. Quelle est votre position à ce niveau, surtout celle de votre parti, du parti que vous représentez? Écoutez, ma position, elle est celle, vous vous en doutez, de quelqu'un qui est très respectueux de la parole donnée par la France au Maroc, à travers des instances qui sont des instances auxquelles on croit, je veux dire les Nations Unies. La France est membre permanent du Conseil de sécurité, donc nous on doit respecter les résolutions. Et qu'est-ce qu'elles disent, ces résolutions? Elles disent que l'offre qui a été faite par le Maroc est une offre crédible, une offre qui doit permettre aux pays qui sont opposés sur cette question de pouvoir dégager un accord et un consensus. C'est sur cette base, un accord crédible, durable et mutuellement agréé, sur lequel je me positionne aussi. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler.